Il s'est avéré que mon fils n'était pas mon fils. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg de la trahison. La sœur de mon ex-femme m'a appelé 5 ans après le divorce. Sa voix tremblait lorsqu'elle m'a dit « Héloïse ne t'a pas été fidèle depuis le début. » Henri n'était pas le premier. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation comme celle-ci. Je m'appelle Jean-Pierre Dubois et je travaille comme analyste financier dans l'une des plus grandes banques lyonnaises. Depuis 12 ans, je suis marié à Héloïse, la femme que je considérais comme l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés à l'université, où elle étudiait le marketing et moi la finance. Héloïse s'est toujours distinguée par la grâce et la sophistication particulières inhérentes aux vraies femmes françaises. Ses cheveux bruns, ses yeux verts et son sourire charmeur m'ont captivé au premier regard. Notre vie s'écoulait tranquillement dans une maison douillette de la banlieue lyonnaise, où nous avons élevé 2 enfants, Luc, 13 ans, et Sophie, 10 ans. J'ai toujours été fier de la façon dont nous organisions notre vie, une école prestigieuse pour les enfants, des week-ends dans la maison de campagne de mes parents, des vacances annuelles sur la Côte d'Azur. Héloïse a travaillé comme directrice marketing pour une grande société pharmaceutique et sa carrière n'a pas été moins réussie que la mienne. Les premiers soupçons sont apparus il y a environ 6 mois. Tout a commencé par de petites choses qui au premier abord semblaient insignifiantes. Héloïse a commencé à rester tard au travail plus souvent que d'habitude, invoquant un nouveau projet important. Elle pouvait passer des heures à envoyer des SMS à quelqu'un, mais préférait aller dans une autre pièce pendant les conversations téléphoniques. Petit à petit, son apparence a également changé, une nouvelle coupe de cheveux, un maquillage plus éclatant, un parfum cher que je ne lui ai pas donné. J'ai été particulièrement alarmé par ses voyages d'affaires soudains à Paris, qui se produisaient autrefois une fois tous les quelques mois, mais qui sont maintenant devenus plus fréquents, se produisant chaque semaine. Chaque fois, elle revenait un peu détachée, comme perdue dans ses pensées. Dans ces moments-là, Héloïse évitait soigneusement l'intimité, invoquant la fatigue ou un mal de tête. J'ai commencé à remarquer d'autres signes avant-coureurs. Elle a commencé à passer plus de temps à la salle de sport et à acheter plusieurs ensembles de sous-vêtements neufs, dont j'ai découvert l'existence par hasard lorsque j'ai trouvé les reçus. Héloïse a également développé l'habitude de prendre une douche immédiatement après son retour à la maison, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Son téléphone était désormais toujours protégé par un mot de passe, même si auparavant nous connaissions les codes d'accès aux appareils de chacun. Le tournant est arrivé lorsque je l'ai accidentellement entendu parler au téléphone tard dans la nuit alors qu'elle pensait que je dormais déjà. Héloïse parlait à voix basse, mais je pouvais clairement entendre son ton doux et son rire discret. Elle utilisait des expressions spéciales qui étaient auparavant réservées uniquement à moi. À ce moment-là, mon cœur a semblé rater un battement et des milliers de pensées et de souvenirs de notre vie ensemble ont traversé ma tête. Après plusieurs nuits blanches, j'ai pris une décision que je ne pensais jamais être capable de prendre. Étant une personne rationnelle et habituée à me fier aux faits, j'ai compris que des preuves étaient nécessaires. Tous ces soupçons auraient pu être le fruit de mon imagination, la paranoïa d'un mari d'âge moyen qui a réussi. Mais le ver du doute avait déjà pénétré profondément dans ma conscience, et je ne pouvais pas simplement fermer les yeux. Sur Internet, j'ai trouvé des informations sur les trackers GPS de petits appareils capables de transmettre des coordonnées précises en temps réel. Après beaucoup d'hésitation, j'ai commandé l'une des options les plus compactes et les plus fiables. Je me souviens comme mes mains tremblaient lorsque j'entrais les détails de ma carte bancaire pour payer. Je n'avais jamais pratiqué la surveillance auparavant, et le simple fait de réaliser que j'étais prêt à espionner ma propre femme était presque physiquement douloureux. Attendre que le tracker soit livré s'est transformé en une véritable torture. Chaque soir, j'observais Héloïse, essayant de saisir de nouveaux signes de sa double vie. Elle semblait ne rien remarquer, continuant à se comporter comme d'habitude, s'occuper des enfants, discuter avec moi des projets du week-end, préparer nos plats préférés. Parfois, je me suis presque convaincu que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, que je créais des problèmes à partir de rien. Mais ensuite, j'ai de nouveau remarqué ses regards fugaces au téléphone, ses sourires mystérieux et ses absences inexpliquées. Le tracker est livré dans une boîte en carton ordinaire. Le petit appareil noir, légèrement plus grand qu'une pièce de 2 €, reposait sur une surface douce avec des instructions et un chargeur. J'ai étudié ses caractéristiques, fonctionnement autonome jusqu'à 2 semaines, boîtier étanche, précision de localisation jusqu'à 5 mètres. Il n'a fallu que quelques minutes pour installer l'application de suivi. La partie la plus difficile a été de choisir le moment d'installer le tracker. Héloïse portait toujours le même sac en cuir Louis Vuitton, un cadeau de ma part pour notre 10e anniversaire de mariage.
Ce sac est devenu pour moi le symbole de notre vie de famille en ruine. J'ai attendu qu'elle s'endorme et je me suis faufilé dans la loge. Mes mains tremblaient traîtreusement tandis que je cousais soigneusement le tracker sur la doublure intérieure du sac. Chaque point résonnait dans mon âme comme de la douleur et de la honte. Le lendemain matin, ma nouvelle vie a commencé, la vie d'un homme espionnant secrètement sa propre femme. J'ai installé l'application sur mon téléphone et sur une tablette séparée, que j'emporte désormais toujours avec moi. Les premiers jours n'ont rien apporté d'inhabituel, maison, bureau, supermarché, salle de sport. Tout semblait si normal que j'ai presque commencé à me convaincre de ma propre paranoïa. Cependant, le 4e jour de surveillance, quelque chose s'est produit qui a confirmé mes pires craintes. Après le travail, Héloïse n'est pas rentrée chez elle ni à la salle de sport. La balise indiquait qu'elle se dirigeait vers un quartier respectable de Lyon, où se trouvaient des appartements coûteux avec vue sur le Rhône. Mon cœur battait fort tandis que je regardais le point bouger sur l'écran. Elle s'est arrêtée près d'une des maisons et n'a pas bougé pendant 2 heures. Elle est rentrée tard à la maison, prétextant une réunion imprévue. J'ai commencé à tenir un journal détaillé de ses mouvements. Chaque mardi et jeudi, elle se rendait à cette adresse, y passant entre 1h30 et 3 heures. Parfois, elle venait là pendant sa pause déjeuner. Ces jours-là, elle revenait au travail avec un léger sourire, ce que je remarquais lorsque je passais à son bureau avec quelques documents ou pour l'inviter à déjeuner. Il était particulièrement difficile de maintenir l'apparence d'une vie normale devant les enfants. Luc, toujours sensible aux humeurs de ses parents, a demandé à plusieurs reprises si tout allait bien. Sophie, notre petite princesse, continuait à partager joyeusement des histoires d'école pendant le dîner, sans savoir que sa famille était au bord de la destruction. J'ai essayé d'être un père attentionné, mais mes pensées revenaient sans cesse à la trahison d'Héloïse. Mes performances ont commencé à décliner. J'ai fait des erreurs dans les calculs et j'ai manqué des détails importants dans les rapports. Mes collègues ont remarqué ma distraction, mais l'ont attribuée à la fatigue ou au stress. Si seulement ils savaient que toutes les quelques minutes je vérifie l'emplacement de ma femme comme un toxicomane incapable de résister à son addiction. Après 3 semaines de surveillance, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Ayant choisi le jour où Héloïse prévoyait une autre réunion d'affaires, j'ai pris un jour de congé et me suis garé non loin de cette même maison. L'opulent bâtiment de style ottoman dominait la rue, sa façade ornée d'élégants balcons aux grilles en fer forgé. J'étais assis dans la voiture, me sentant comme le héros d'un roman policier bon marché. À 14h30, un taxi s'est arrêté et Héloïse est sortie. Elle portait une élégante robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Quelques minutes plus tard, une Mercedes argentée s'arrêta à l'entrée principale. Un homme de grande taille, d'environ 45 ans, en sortit, vêtu d'un costume coûteux et portant une serviette Hermès. Ils se sont rencontrés à l'entrée comme de vieilles connaissances, pas de câlins ni de bisous, juste des sourires discrets et des hochements de tête. Ensemble, ils entrèrent dans le bâtiment. Je suis resté assis dans la voiture pendant 2 heures, sans quitter l'entrée des yeux. Les gens marchaient, les voitures roulaient, le soleil se couchait et je sentais mon ancienne vie s'effondrer en morceaux. Quand ils sont finalement sortis, j'ai pris quelques photos avec mon téléphone. Héloïse avait l'air un peu échevelée, et son compagnon redressa sa cravate. Ils sont partis chacun de leur côté dans des taxis différents. Le soir même, j'ai commencé à chercher des informations sur cet homme. D'après le numéro de la voiture, j'ai découvert que la Mercedes était enregistrée au nom de l'entreprise pharmaceutique où travaillait Héloïse. Quelques heures de recherche sur les réseaux sociaux et sur le site institutionnel de l'entreprise m'ont donné un nom, Henri Moreau, responsable du développement commercial. Marié, 2 enfants, diplômé d'une prestigieuse école de commerce, membre d'un club de golf de campagne. La réputation impeccable et la biographie exemplaire de l'homme qui a détruit ma famille. Maintenant que j'avais toutes les preuves, j'étais confronté à un choix difficile. Une partie de moi voulait immédiatement déclencher un scandale, les exposer tous les deux, détruire cette façade parfaite. L'autre partie espérait que tout cela n'était qu'une terrible erreur, qu'il y avait une autre explication à ce qui se passait. Mais chaque jour de retard devenait de plus en plus difficile pour moi. J'ai commencé à boire, d'abord un verre de vin au dîner, puis une bouteille par jour. Seul l'alcool aidait à atténuer la douleur de la trahison et de l'humiliation. Le dénouement est arrivé soudainement, même si je m'y préparais depuis plusieurs semaines. Ce jour-là, Héloïse a annoncé qu'elle partait à Paris pour un séminaire de 3 jours sur les stratégies marketing. Elle a fait une petite valise, a embrassé les enfants et est partie à la gare.
Je l'ai aidé à porter ses bagages jusqu'au taxi et je lui ai même souhaité un bon voyage. Extérieurement, je restais calme, même si à l'intérieur tout bouillonnait. Le traceur GPS indiquait qu'elle ne se dirigeait pas vers la gare de Lyon-Part-Dieu, mais vers un quartier familier avec des appartements. J'ai envoyé les enfants chez mes parents en leur disant qu'Héloïse et moi avions des problèmes de travail à régler. Maman a senti quelque chose dans ma voix, mais n'a posé aucune question. Elle a simplement dit, « Jean-Pierre, quoi qu'il arrive, n'oublie pas que tu peux toujours compter sur nous. » Ces mots m'ont donné de la force pour ce qui allait arriver. J'ai passé les heures suivantes à me préparer à la confrontation. J'ai imprimé toutes les données du traceur GPS, les photos que j'ai prises lors de la surveillance et les informations que j'ai réussi à recueillir sur Henri Moreau. Il a disposé les documents sur la table à manger, celle-là même où nous avions dîné en famille pendant tant d'années. Il se versa un peu de whisky où ses mains tremblaient encore, malgré son calme fin. À 19h30, j'ai envoyé un message à Héloïse, « Je sais que tu n'es pas à Paris. Je t'attends à la maison. Il faut qu'on parle. » Elle n'a pas répondu, mais une heure plus tard, le traceur a montré qu'elle se dirigeait vers notre maison. Ces 60 minutes d'attente ont été les plus longues de ma vie. Je me souvenais de notre premier rendez-vous dans un petit restaurant près de l'université, de la demande en mariage au sommet de la Tour Eiffel, de la naissance de nos enfants, de tous les moments heureux qui semblaient désormais faux. Quand elle est entrée dans la maison, j'étais assis dans la salle à manger. Héloïse avait l'air confuse, mais se tenait avec dignité. Son maquillage était impeccable, ses cheveux étaient coiffés où elle s'était clairement préparée à cette conversation sur le chemin du retour. Elle portait la même robe noire que j'ai vue le jour de la surveillance. « Que se passe-t-il, Jean-Pierre » demanda-t-elle en s'arrêtant à la porte de la salle à manger. Sa voix était calme, mais je connaissais suffisamment ma femme pour remarquer un léger tremblement dans son intonation. « Veuillez vous asseoir » ai-je indiqué en indiquant la chaise en face. « Je pense que nous devons discuter de vos rencontres avec Henri Moreau. » Elle n'a pas bronché en entendant ce nom. Elle serrait simplement plus fort la poignée de son sac, celle qui contenait encore le traceur GPS. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. » J'ai commencé à disposer silencieusement les documents devant elle. Impression des itinéraires, photographie, date et horaire des rendez-vous. À chaque nouvelle feuille, son visage devenait plus pâle. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, regardant les preuves de sa trahison étalées devant elle. « Depuis combien de temps me suivez-vous » demanda-t-elle finalement. Il n'y avait aucun remords dans sa voix, mais plutôt de l'indignation. Assez longtemps pour connaître la vérité. 2 mois de réunions hebdomadaires dans des appartements. Des dîners au restaurant. Des voyages qui n'ont jamais eu lieu. Tu n'as même pas essayé de le cacher. Héloïse leva les yeux vers moi. Il y avait en eux un étrange mélange de soulagement et de défi. Tu sais, je suis presque content que tout soit sorti. J'en ai marre de faire semblant. Pourquoi lui? Que ai-je fait de mal? Ces questions me tourmentent depuis toutes ces semaines. Ce n'est pas toi, Jean-Pierre. Tu étais le mari parfait, attentionné, fiable, prévisible. Trop prévisible. Avec Henri, je me sens vivante. Il me comprend, il comprend mes ambitions. Nous parlons le même langage. Et les enfants? Avez-vous pensé à eux? N'utilisez pas les enfants comme argument, dit-elle d'une voix plus dure. Ils sont assez grands pour comprendre que parfois les gens cessent de s'aimer. Est-ce qu'ils arrêtent de s'aimer? J'ai souri amèrement. Quand est-ce que ça a commencé? Quand as-tu cessé de m'aimer? Elle a réfléchi longtemps. Il y a probablement 2 ans. Vous vous souvenez de ce projet d'agrandissement de l'entreprise? Henri venait de nous rejoindre à ce moment-là. Il a immédiatement remarqué mon potentiel et m'a proposé de prendre la direction de la nouvelle direction. Vous avez toujours voulu que je reste dans l'ombre de votre carrière. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours soutenu tes efforts. Soutenu? Tu n'es simplement pas intervenu. Ce sont 2 choses différentes, Jean-Pierre. Nous avons discuté pendant plusieurs heures. Tous les griefs et omissions accumulés au cours des années de mariage ont été mis en lumière. Elle a avoué qu'elle aimait Henri, qu'ils avaient prévu d'être ensemble dès qu'il aurait divorcé de sa femme. Je lui ai parlé de mes soupçons, de la douleur de la trahison, de la façon dont je l'avais suivi, me détestant pour cela. À l'aube, nous étions tous les 2 épuisés émotionnellement. Héloïse monta à l'étage et prépara un petit sac de choses. Je resterai avec ma sœur jusqu'à ce que je trouve un appartement, a-t-elle déclaré.
J'espère que vous n'interférerez pas avec ma communication avec les enfants. Tu es leur mère, quoi qu'il arrive, répondis-je. Mais ne pense pas que je te laisserai me les prendre. Elle hocha la tête et se dirigea vers la porte. Elle se retourna sur le seuil, pardonne-moi. Non pas d'être tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, mais de ne pas avoir eu le courage de me confesser plus tôt. Je la regardai monter dans le taxi et ressentis un étrange vide. 12 ans de mariage ont pris fin du jour au lendemain. Le téléphone dans ma poche a vibré, une notification de l'application de suivi GPS est arrivée. Je l'ai ouvert une dernière fois et je l'ai supprimé. Je n'avais plus besoin de suivre ses mouvements et désormais nos chemins divergeaient pour toujours. Les mois suivants furent une série interminable de rencontres avec des avocats, d'audiences au tribunal et de conversations douloureuses avec les enfants. Notre divorce est devenu le principal sujet de discussion dans les cercles sociaux lyonnais. Après tout, nous étions considérés comme un couple modèle, et notre rupture semblait inattendue pour beaucoup. Il était particulièrement difficile d'expliquer la situation dans la banque où je travaillais, la réputation était importante et les rumeurs sur ma vie personnelle pouvaient nuire à ma carrière. Luc a réagi de manière agressive à la nouvelle du divorce. Il a catégoriquement refusé de communiquer avec sa mère lorsqu'il a découvert son infidélité. Plusieurs fois je l'ai trouvé en train de pleurer dans sa chambre, même s'il s'efforçait de cacher ses larmes. Le psychologue scolaire a signalé qu'il avait commencé à avoir des problèmes de résultats scolaires et de communication avec ses pairs. Je l'ai inscrit chez un thérapeute privé, mais les progrès ont été lents. Sophie, au contraire, cherchait du réconfort auprès de sa mère. Elle ne comprenait pas pourquoi nous ne pouvions plus vivre ensemble et continuait à proposer des suggestions de réconciliation. « Papa, peux-tu pardonner à maman ? Elle a promis de ne plus recommencer. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Comment expliquer la complexité des relations adultes à un enfant de 10 ans? J'ai essayé d'être honnête mais doux, en lui expliquant que parfois l'amour s'estompe et que les gens doivent passer à autre chose. Le partage des biens s'est avéré plus compliqué que prévu. Notre maison a été achetée avec un prêt hypothécaire et des fonds communs de placement, et il fallait maintenant décider de son sort. Héloïse a insisté pour vendre et partager l'argent, mais je ne voulais pas traumatiser davantage les enfants en déménageant. Finalement, j'ai racheté sa part en contractant un prêt supplémentaire. Cela a sérieusement affecté ma situation financière, mais la stabilité des enfants valait tout l'argent. Mes parents m'ont soutenu du mieux qu'ils ont pu. Maman venait souvent, préparait à manger, aidait avec les enfants. Mon père, habituellement réservé dans ses manifestations d'émotion, m'a un jour simplement serré dans ses bras et ne m'a pas lâché pendant longtemps. « Tu peux le faire, mon fils, dit-il. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Son soutien a signifié plus pour moi que toutes les séances avec le psychothérapeute que j'ai commencé à consulter sur l'insistance de mes amis. Les parents d'Héloïse ont adopté une position inattendue. Son père, avec qui nous avons toujours eu une relation chaleureuse, m'a appelé et s'est excusé du comportement de sa fille. « Ce n'est pas comme ça que nous l'avons élevée », a-t-il déclaré. Sa mère, au contraire, m'accusait de ne pas être capable de sauver la famille, de ne pas prendre suffisamment soin de ma femme. Plus tard, j'ai appris qu'elle-même avait vécu l'infidélité de son mari dans sa jeunesse et qu'elle avait apparemment projeté son expérience sur notre situation. Des changements ont également eu lieu dans la sphère professionnelle. Je me suis jeté dans le travail, essayant de combler le vide dans ma vie personnelle. Mon patron, remarquant mon zèle, m'a proposé une promotion à un poste de chef de service au bureau de Paris. C'était une belle opportunité de repartir à zéro, mais j'ai refusé. Les enfants avaient besoin de stabilité et déménager dans une autre ville ne ferait que compliquer la situation. Henri Moreau a en effet divorcé de sa femme, comme il l'avait promis à Héloïse. Ils ont acheté un appartement dans le même immeuble où ils se rencontraient en secret. Parfois, je les voyais ensemble en ville, ils ne se cachaient pas, ils se tenaient la main, ils avaient l'air heureux. Chacune de ces rencontres était douloureuse, mais avec le temps, elles devenaient de plus en plus ennuyeuses. 6 mois après le divorce, j'ai appris qu'Héloïse était enceinte de l'enfant d'Henri. Luc a pris cette nouvelle comme une trahison ultime et a catégoriquement refusé de rencontrer son frère nouveau-né à sa naissance. Sophie, quant à elle, était ravie de son rôle de sœur aînée. J'ai essayé de ne pas montrer mes sentiments à ce sujet, même si la nouvelle de la grossesse de mon ex-femme a été un coup dur pour moi. Peu à peu, la vie a pris une nouvelle direction. J'ai appris à cuisiner des plats plus complexes que des œufs brouillés et des pâtes. Je maîtrise le lavage et le repassage. J'ai établi un programme de nettoyage de la maison auquel tous les membres de la famille ont participé.
mes enfants et moi avons commencé la tradition d'aller au cinéma ou dans un parc d'attractions le dimanche. Ces petits rituels ont contribué à créer un sentiment de normalité dans notre nouvelle réalité. Des amis ont essayé de me présenter à différentes femmes, mais je n'étais pas prêt pour une nouvelle relation. Les souvenirs de trahison étaient trop frais, la peur de faire à nouveau confiance à quelqu'un était trop forte. Au lieu de cela, je me suis concentré sur moi-même, j'ai commencé à faire du sport, j'ai suivi des cours de photographie, j'ai acheté la moto dont je rêvais dans ma jeunesse. Ces loisirs aidaient à détourner l'attention des pensées tristes et fournissaient de nouveaux sujets de conversation avec les enfants. 1 an après le divorce, j'ai accidentellement retrouvé ce même traceur GPS dans une boîte à outils. Il fonctionnait toujours même si la batterie était presque morte. Un petit appareil qui a changé ma vie. Je l'ai regardé pendant longtemps, me rappelant tous les événements de cette période, puis je l'ai jeté à la poubelle. C'était un geste symbolique, je laissais tomber le passé. Maintenant, en y repensant, je me rends compte que notre divorce était inévitable. Héloïse et moi étions devenus des personnes différentes, nos chemins avaient divergé bien avant que je commence à soupçonner une infidélité. Le traceur GPS n'a fait qu'accélérer le dénouement, rendant évident ce qui existait déjà. C'était peut-être pour le mieux, la longue agonie d'une relation mourante aurait pu nous faire encore plus de mal à tous. Luc dégèle progressivement sa relation avec sa mère. Il a récemment accepté d'aller dîner avec elle, même s'il était déprimé toute la soirée après. Sophie a accepté plus facilement la nouvelle réalité où elle communique calmement avec Henri, aime son petit frère, même si parfois elle m'avoue que l'époque où nous étions une seule famille lui manque. Je ne déteste plus Héloïse ni Henri. Fatigue, déception, légère tristesse, oh oui, mais pas de haine. La vie continue et j'apprends à vivre dans cette nouvelle réalité. Chaque matin, je me réveille à la maison, je prépare le petit déjeuner pour les enfants et je vais au travail. Chaque jour apporte quelque chose de nouveau, parfois difficile, parfois agréable. Mais je ne regarde plus en arrière ni ne suis les itinéraires des autres. Mon propre chemin m'appartient désormais, et je dois le parcourir moi-même. Chapitre 5, une nouvelle vie. Cela fait 3 ans que j'ai découvert la trahison d'Héloïse. La vie, comme une rivière, coule continuellement, brouillant les angles vifs des souvenirs, transformant les rapides tumultueux des émotions en eau calme d'une nouvelle réalité. Pendant cette période, beaucoup de choses ont changé, tant en moi que chez ceux qui m'entourent. Luc entre dans un lycée prestigieux spécialisé en sciences naturelles. Sa passion pour la chimie, qui a commencé comme un moyen de se distraire des problèmes familiaux, s'est transformée en une intention sérieuse de relier sa vie à la science. Il a récemment remporté la 2e place aux Olympiades nationales et j'ai vu dans ses yeux le même feu qui brûlait dans les miens lorsque j'ai commencé ma carrière dans la finance. Notre relation est devenue plus forte, nous avons appris à parler non seulement des choses du quotidien, mais aussi des sentiments, des peurs et des espoirs. Sophie, ma petite princesse, est devenue une vraie jeune demoiselle. Elle a hérité du sens du style de sa mère et de mon penchant pour la pensée analytique, une combinaison étonnante qui la rend spéciale. Sa relation avec la nouvelle famille d'Héloïse était bien meilleure que je ne le craignais. Le petit Philippe, son demi-frère, adore sa grande sœur et ne la quitte pas lors des visites. Parfois, en regardant leur communication, je ressens un pincement de jalousie, mais je réprime rapidement ce sentiment, les enfants ne devraient pas souffrir à cause des problèmes des adultes. Sur le plan professionnel, ma vie a pris une tournure inattendue. Après avoir refusé une promotion au bureau de Paris, on m'a proposé de développer un nouveau domaine de notre banque, le conseil financier aux familles en instance de divorce. Mon expérience personnelle s'est avérée très demandée, les clients apprécient non seulement les connaissances professionnelles, mais aussi la compréhension du côté émotionnel du processus. Cela m'a aidé à transformer mon propre traumatisme en quelque chose d'utile pour les autres. La relation avec Héloïse s'est progressivement transformée en une collaboration polie entre 2 adultes unis par le souci des enfants. Nous avons appris à communiquer sans reproche mutuel ni vieux griefs. Lors du dernier concert scolaire de Sophie, nous étions même assis l'un à côté de l'autre, elle, moi, Henri et mes parents. De l'extérieur, cela pouvait paraître étrange, mais il était important que nos enfants voient que nous pouvions être dans le même espace sans conflit. Ma vie personnelle a également commencé à s'améliorer, mais pas de la manière dont mes amis l'avaient espéré. Après plusieurs tentatives infructueuses pour démarrer une nouvelle relation, j'ai réalisé que je n'étais pas prêt pour un engagement sérieux. Au lieu de cela, je me suis plongé dans les voyages, tous les 3 mois, je prends une semaine de congé et je pars dans un nouveau pays. J'ai déjà visité le Japon, le Chili et la Nouvelle-Zélande.
Ces voyages me donnent l'occasion d'être seul avec moi-même, de repenser la vie, de trouver de nouvelles sources d'inspiration. La moto, achetée pendant une période de douleur mentale aiguë, est devenue mon fidèle compagnon. Tous les week-ends, quand les enfants sont avec Héloïse, je sors sur les routes de montagne autour de Lyon. J'ai rejoint un club de moto local où j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis proches. Nous ne parlons pas du passé, nous sommes unis par une passion pour la vitesse et la liberté que procure la route. Un incident s'est produit récemment qui m'a fait réaliser à quel point j'ai changé. Lors d'un événement caritatif en faveur d'un hôpital pour enfants, j'ai rencontré Claire, une pédiatre récemment arrivée à Lyon depuis Marseille. Nous avons discuté toute la soirée et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti cette excitation particulière qui survient lorsque l'on rencontre une personne qui peut changer sa vie. Mais au lieu de la panique habituelle et du désir de contrôler la situation, j'ai simplement laissé les événements se dérouler naturellement. Nous avons commencé à sortir ensemble d'abord juste pour prendre un café après le travail, puis en nous promenant ensemble dans la vieille ville, en assistant à des concerts de jazz. Claire ne précipite pas les choses et ne demande pas d'engagement. Elle a aussi une histoire difficile derrière elle, son mari est mort dans un accident de voiture, elle a déménagé dans une nouvelle ville et a construit sa vie à partir de zéro. Nous nous comprenons sans mots inutiles. Les enfants ont réagi différemment à l'apparition de Claire dans ma vie. Luc, après quelques hésitations, a apprécié son véritable intérêt pour la science et sa volonté de discuter de sujets difficiles. Au début, Sophie était jalouse, mais Claire a trouvé le moyen de s'entendre avec elle. Ensemble, elle prépare des desserts complexes à partir de vieilles recettes françaises, et ces séances culinaires sont devenues leur rituel particulier. Héloïse, en apprenant ma nouvelle relation, m'a surpris par sa réaction. Après l'une des réunions sur les affaires scolaires de Luc, elle s'attarda et dit « Je suis contente que tu aies recommencé à sourire. Tu mérites d'être heureux. » Il n'y avait aucune fausseté dans ses paroles, nous avions tous deux parcouru un long chemin, de la haine à l'acceptation. Maintenant, assis sur la terrasse de ma maison et regardant le coucher de soleil sur Lyon, je pense à quel point la vie est étrange. Un traceur GPS acheté dans un accès de désespoir et de jalousie est devenu le catalyseur du changement dont nous avions peut-être tous besoin. Héloïse a trouvé le bonheur auprès d'Henri, j'ai trouvé une nouvelle vocation dans mon travail et peut-être un nouvel amour, et nos enfants ont appris une leçon précieuse, bien que douloureuse, sur le fait que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Je ne ressens plus le besoin d'espionner qui que ce soit ou de contrôler la vie de quelqu'un d'autre. J'ai appris à faire confiance d'abord à moi-même, puis aux autres. J'ai réalisé que l'amour ne se mesure pas aux années de vie commune ou au nombre de photos prises ensemble. Parfois, cela arrive tranquillement, sans fanfare ni promesse bruyante, juste comme une confiance tranquille que vous êtes au bon endroit. Demain, Claire et moi partirons pour notre premier voyage en moto ensemble à travers la Provence. Les enfants seront avec Héloïse, qui a promis de les emmener dans une semaine directement à notre dernière étape à Avignon. Nous passerons la journée tous ensemble, moi, Claire, les enfants, Héloïse avec Henri et le petit Philippe. Une famille étrange, imparfaite, mais tellement réelle. Et tu sais quoi? Je me sens enfin vraiment libre de la jalousie, du ressentiment, du besoin d'être à la hauteur des attentes de quelqu'un. La vie continue, et elle est belle dans son imprévisibilité. Cela s'est produit 5 ans après notre divorce. Un soir, la sœur d'Héloïse, Marion, m'a appelé. Sa voix tremblait lorsqu'elle a demandé un rendez-vous. Jean-Pierre, il y a des choses que tu dois savoir. J'ai gardé ces secrets trop longtemps. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café en périphérie de Lyon, loin des lieux habituels. Marion avait l'air épuisée, tournant nerveusement sa tasse de café froid dans ses mains. Héloïse ne t'a pas été fidèle depuis le début, commença-t-elle en évitant de me regarder dans les yeux. Henri n'était pas le premier et j'ai peur qu'il ne soit pas le dernier. Selon elle, tout a commencé avant notre mariage. Héloïse a eu une liaison avec son professeur d'université qui a continué après notre mariage. Ensuite, il y avait un collègue de sa première entreprise, puis un client de Suisse. Marion était au courant de tout, mais restait silencieuse, liée par son serment de sœur et par la peur de détruire la famille. Vous vous souvenez de cette année où elle se rendait souvent à Genève pour affaires? En fait, elle sortait avec Pierre Duval, le patron d'une société d'investissement. Ils ont eu une liaison pendant près de 8 mois. Elle a même pensé au divorce à l'époque, mais Pierre ne voulait pas quitter sa famille. J'écoutais, ressentant un étrange engourdissement. Des détails sont apparus que je n'avais pas remarqués auparavant. Des cadeaux coûteux, dont Héloïse expliquait l'origine comme étant des bonus et des récompenses. Des appels étranges au milieu de la nuit.
Son désir persistant d'avoir un compte bancaire séparé. Après Pierre, il y a eu Stéphane, un architecte marseillais. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence et leur liaison a duré presque 1 an. Héloïse a magistralement dissimulé ses liaisons, planifiant des rendez-vous lors de prétendus voyages de travail. Elle tenait même un calendrier spécial dans une application cryptée sur son téléphone. Marion a raconté comment elle a aidé sa sœur à dissimuler ses infidélités. J'ai été son alibi des dizaines de fois. Quand elle t'a dit qu'elle passait la nuit chez moi après son enterrement de vie de jeune fille, elle était en fait avec un autre amant. Je me suis détesté pour ça, mais c'était ma seule sœur. L'histoire avec Henri Moreau s'est avérée n'être que la pointe de l'iceberg. Selon Marion, Héloïse a commencé à sortir avec lui parce qu'il lui rappelait Pierre tout aussi réussi, puissant, charismatique. Mais même maintenant qu'ils sont mariés, elle ne lui est pas fidèle. Depuis 6 mois, elle entretient une liaison avec le jeune entraîneur de tennis de leur fils. J'ai appris que certains de nos amis communs étaient au courant des aventures d'Héloïse, mais préféraient garder le silence. Certains la condamnaient, certains enviaient sa capacité à vivre une double vie, mais personne n'osait me dire la vérité. Sais-tu quelle est la chose la plus effrayante ? Continua Marion. Elle n'a jamais éprouvé de réel remords. C'était un jeu pour elle, une façon de se sentir désirable, de se prouver son pouvoir sur les hommes. Quand vous avez découvert sa liaison avec Henri, elle n'était pas fâchée de vous avoir blessé, mais d'avoir perdu le contrôle de la situation. Marion a sorti de son sac un dossier contenant des photographies, des lettres et des impressions de messages. Je collectionne ces informations depuis des années, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par sentiment de culpabilité envers vous. Vous avez le droit de connaître la vérité. J'ai refusé de prendre le dossier. Le passé doit rester dans le passé. Mais un document a retenu mon attention, les résultats du test ADN. Luc. Hésita Marion. Son père biologique est Pierre Duval. Héloïse a fait le test en secret quand le garçon avait 3 ans. Elle n'en a parlé à personne, pas même à Pierre. Cette nouvelle aurait dû m'écraser, mais je me sentais seulement fatigué. Luc était et reste mon fils, quelle que soit sa génétique. Son caractère, ses intérêts, sa façon de penser, dans tout cela, il y a plus de moi que de n'importe quel père biologique. Pourquoi as-tu décidé de me dire tout ça maintenant ? J'ai demandé à Marion. Héloïse est à nouveau enceinte. Elle dit que le bébé est d'Henri, mais je l'ai vu avec le carrosse. L'histoire se répète, et je ne peux plus me taire. Peut-être qu'Henri devrait savoir avec qui il vit. Peut-être ai-je eu tort toutes ces années de garder ses secrets. Je suis resté longtemps assis au café après le départ de Marion, pensant à tout ce que j'avais entendu. Devant moi se trouvait un dossier contenant des preuves de la double vie de la femme que j'aimais autrefois. Le serveur avait déjà proposé à plusieurs reprises d'apporter l'addition, mais je restais toujours assis là, à regarder la pluie d'automne à travers la fenêtre. Finalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit à Henri, « Il faut qu'on parle. » Pas des enfants. Il a répondu presque immédiatement, « Je sais. » J'ai aussi beaucoup appris. Est-ce qu'on se voit demain ? La vie est une chose incroyable. Parfois, elle détruit nos illusions pour faire place à la vérité. Et même si la vérité peut être douloureuse, elle est toujours meilleure que le plus beau mensonge. J'ai regardé le dossier de preuves et j'ai pensé à quel point j'étais naïf avec mon traceur GPS. Certains secrets sont trop profonds pour être révélés par une simple surveillance. Après avoir quitté le café, j'ai jeté le dossier dans la poubelle la plus proche. Que le passé reste dans le passé. J'ai Claire, des enfants, une nouvelle vie. Et Héloïse, qu'elle en ait conscience. J'ai arrêté d'être le gardien de ses secrets il y a longtemps.